Tous comptaient sur le deuil périnatal pour le confort de tous sauf des concernés. C'est peut-être la phrase qui va le mieux résumer ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire le deuil périnatal, les fausses couches, les arrêts de grossesse, les IMG, les IVG. C'est un sujet qui est pas tellement simple à aborder, euh, et c'est d'ailleurs tout le cœur de ce qu'on va dire avec Stéphanie. En séance, c'est un sujet qui est esquivé la plupart du temps par la plupart des accompagnants et accompagnantes. Et donc, j'entends bien que sur un podcast, c'est pas forcément celui qu'on a envie d'écouter en premier non plus. Et pourtant, c'est, à mon avis, un des plus importants que vous verrez sur cette chaîne ou vous entendrez, parce qu'il revient sur énormément de notions. Le deuil périnatal, on ne se rend pas compte de toutes les femmes qui passent par là. Rien que pour les arrêts de grossesse, c'est 200 000 femmes par an en France. Et pourtant, on n'en parle pas tellement. Donc mon invitée aujourd'hui, c'est Stéphanie Ayou, que j'avais déjà reçue pour parler de psychotrauma, qui est thérapeute spécialisée en psychotrauma de la période périnatale et du deuil périnatal. Elle accompagne des parents, mais elle accompagne aussi des professionnels de santé et des accompagnantes à se former. Mais elle parlera de tout ça beaucoup mieux que moi dans sa présentation. Cet épisode, je pense qu'il est nécessaire parce qu'on a tous et toutes croisé en cabinet déjà des personnes, des femmes qui ont vécu un deuil périnatal et on n'a pas exploré ce sujet-là. Je vous rappelle que vous avez les notes de la séance, pas du tout de la séance, je ne suis pas dans le cabinet, vous avez les notes de l'épisode, donc le récap de tout ce qui a été dit dans la description, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Pourquoi c'est bonjour comme ça joyeux, mais bonjour. Bonjour, parce qu'on est contente de se parler. Trop Bah, tu contente. vois, on est contente de se parler, donc ça donne la joie. Et pourtant, on part sur un sujet là, prenant. Ouais, mais en même temps, moi, c'est mon sujet, de tous les jours et j'ai beau, le dire et le répéter, il y a beaucoup de joie dans toutes mes séances aussi. Enfin, pas toutes mes séances, mais dans tous mes accompagnements, il y a beaucoup de joie. Du coup, c'est cool de commencer comme ça aussi, je trouve. Ça ressemble bien à mes accompagnements. Au fait. Bon, Stéphanie, t'es déjà venue sur le podcast, les gens te connaissent, peut-être pas. Donc on va quand même faire une petite présentation. Stéphanie Ayou, hypnothérapeute, spécialisée en psychotraumatologie. Fais-la la présentation, toi. Mais la Tu faire es meilleure. voir. Ouais, surtout que l'hypnose, c'est une Oui, petite c'est plus partie. son. Ouais, je suis formée en hypnose thérapeutique, j'utilise beaucoup, mais c'est vraiment, un de mes outils, voire, ouais, mon outil, d'intégration, principal. Mais je suis thérapeute spécialisée en psychotrauma de la période périnatale et j'ai un domaine d'expertise qui est le deuil périnatal. Donc ça fait, longtemps que je travaille et que je suis formée en psychotrauma et en périnat. Je suis aussi formée, en systémie, en thérapie interpersonnelle spécifiquement. On va parce que je le dis, parce qu'en fait, à certains moments je suis sûre pendant le podcast, ça va se retrouver, notamment dans ma manière de faire mes interviews, à la première séance et cetera et cetera. Et et donc je travaille spécifiquement en périnat depuis 2019. Depuis 2020, quasiment que en périnatalité. Depuis 2021, j'ai monté des formations et des supervisions, pour et je suis formatrice d'accompagnantes, mais surtout de soignants, en établissement de santé, sur le deuil périnatal et ses conséquences, à la fois sur les parents et sur les soignants-soignantes. Donc ça, c'est trop bien, j'adore aussi ce versant, mais je suis vraiment une thérapeute, c'est-à-dire que moi, j'ai un cabinet qui travaille tous les jours. C'est ça mon truc. Et j'accompagne aussi les pros pour pouvoir, ne pas être la seule, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail sur ce sujet-là et j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus nombreux, nombreuses. OK. Donc toi, spécialité, le deuil périnatal. On va commencer par une définition classique. Le deuil périnatal, qu'est-ce que c'est? Parce que C'est tellement pas facile à donner. Donc le deuil mais un peu, périnatal, mais c'est vrai que le premier truc que moi je me ouais, dis, c'est fausse couche. qu'est-ce que c'est? Et voilà. Et en fait, le deuil périnatal, il y a la définition de l'OMS, qui dit que c'est, l'arrêt d'une grossesse, la perte d'un bébé entre 12 semaines d'aménorrhée, donc c'est le 5e mois de grossesse. Puis pas du tout, je vous dis n'importe quoi en plus. Entre 22 semaines d'aménorrhée, donc le 5e mois de grossesse et 7 jours après la naissance. Donc ça, c'est le cadre légal du deuil périnatal dans lequel, les parents
ont des droits, ont accès à leur congé parental et cetera et cetera. OK. Il y a une possibilité d'inscrire, les bébés sur le livret de famille, il y a les obsèques, tout ça, c'est régi dans un cadre légal hyper fixe, qui est entre 22 semaines d'aménorrhée, donc 5 mois de grossesse et 7 jours après la naissance. Après 7 jours, d'après le cadre légal, ce n'est plus du deuil périnatal, c'est du deuil d'enfant, OK? Ça rentre dans un autre cadre, légal et avant 22 semaines d'aménorrhée, c'est le vide. Or, une immense majorité des arrêts de grossesse se passent avant 22 semaines d'aménorrhée. Donc moi, j'aime bien, commencer par ça, parce que ça, c'est le cadre légal, mais moi, en cabinet, je travaille pas du tout sur ça. Je travaille le début et la fin, elles sont tout autres. Le début de mon cadre d'intervention sur le deuil périnatal, c'est dès lors que la personne a créé un lien d'attachement avec, du coup, son ou ses bébés et qu'elle les perd. Et ça peut arriver dès lors que la personne, elle se sait enceinte. Et parfois, ça peut arriver beaucoup plus tard dans la grossesse. Il y a pas de notion de temporalité. Mais moi, on va venir me chercher quand il y a de la souffrance. Et donc, dès lors qu'il y a un lien d'attachement qui s'est créé et que ce lien d'attachement, il est perdu. Et la fin, ce qui va sortir du deuil périnatal et qui va ressembler un petit peu plus à du deuil d'enfant, même si c'est faux, c'est quand l'entourage a rencontré le ou les bébés vivants. Parce qu'en fait, une des spécificités du deuil périnatal, c'est que l'entourage n'a jamais rencontré ce ou ces bébés et donc le positionnement de l'entourage va être vraiment très différent s'ils ont rencontré le ou les bébés ou pas. Mais bon, même ce cadre-là, il est quand même faux parce que dans deuil périnatal, il y a périnatal et la période périnatale est une vraie spécificité. Donc tu commences par la question peut-être la plus difficile à laquelle répondre. C'est quoi la définition? OK, Donc déjà, ça donne déjà voilà. beaucoup d'infos. Ouais, voilà. Tu vois, moi, j'avais pas du tout la notion et pourtant, je vis avec quelqu'un qui a perdu, 2 bébés. Ouais. J'avais pas du tout la notion du positionnement de l'entourage là-dedans et c'est vrai que c'est très différent s'ils l'ont rencontré une fois, pour les présentations machin ou s'ils ont le temps aussi de tisser des liens d'attachement Mmh. avec ces bébés-là, quoi. Ouais. Et le boulot, par exemple, en néonat, des puéricultrices, il est aussi sur l'entourage. Parce qu'en fait, elles savent très bien que si l'entourage rencontre le bébé, les parents vont pas du tout être accompagnés de la même manière. OK. OK, donc ça, c'est la définition, hyper important de se dire que le cadre légal est très différent finalement du cadre, Dès qu'elle a né. et qu'il y a quand même un gros vide dans le cadre légal, avant les 22 semaines d'aménorrhée quoi 5 mois de grossesse. et 5, 5 c'est c'est beaucoup? ouais, tu commences à être bien Ah ben, à 22 à fatiguée, 22 j'en semaines ai pas eu mais à 22 semaines, oui, oui, le cadre légal, c'est un truc qui me surprend toujours. Les parents, ils l'ont bien en tête, pour le coup, ils le découvrent assez violemment. Les soignantes, quand je vais en milieu hospitalier et que je commence par le cadre légal, j'ai très souvent des gens qui me disent: «Mais c'est pas possible, que ça commence à 22 semaines?» Parce qu'en fait, ça paraît absurde à tout le monde. Mmh mh. Mais bon, il a fallu une harmonisation, internationale et elle est tombée sur 22 semaines. Et en termes, de mots techniques vraiment moi je suis sur un sujet, inconnu, hein. Ceux qui me connaissent savent que déjà de base les enfants, j'y connais rien, mais alors les bébés, hem, donc un deuil périnatal ça peut être une, fausse couche, Ouais. j'imagine aussi une IVG, Alors volontaire ou pas. c'est trop bien. Alors, je vais prendre dans l'ordre chronologique, OK? Les Ouais. les termes qu'on utilise dès le début de la grossesse et jusqu'à après la naissance. Donc dans les débuts de grossesse, on peut se retrouver confronté à une fausse couche, un arrêt de grossesse, la grossesse s'arrête, voilà et la personne s'y attendait pas. Ça peut aussi être alors on parle beaucoup d'arrêt précoce de grossesse avant 12 semaines d'aménorrhée, donc avant le 3e mois. Pourquoi? Parce qu'à la 12e semaine d'aménorrhée, enfin entre la première et entre la 11e et la 13e là, donc on dit 12, il y a une échographie qui s'appelle l'échographie du 1er trimestre, qui est l'échographie où, on dit à la personne: «Ça y est, tu es officiellement enceinte». On te permet de faire les papiers, les démarches et cetera. Hem et c'est pas déconnant parce qu'en fait, le risque, d'arrêt précoce de grossesse est beaucoup plus fort autour des 3 premiers mois. Mais le message que ça laisse,
entendre, c'est qu'une fois que tu as fait ton écho T1 et qu'elle s'est bien passée, après, c'est tranquille Ouais. Ça et y est, tu peux le dire à tout le monde, tu et enceinte, voilà et c'est bon, tout va aller bien, maintenant tu peux profiter et ben, en fait, les chiffres, ils sont pas du tout, sur ça. Ils disent pas: «C'est pas vrai». Ils sont conséquents les chiffres. Alors effectivement, ils sont beaucoup plus forts, le risque d'arrêt de grossesse est beaucoup plus fort sur les 3 premiers mois. Ce qui induit un espèce de truc mais je vais ouvrir une parenthèse je vais refermer dessus parce que je sais que j'ai très envie de t'en parler. Pourquoi, c'est minimisé? Pourquoi on n'en parle pas? C'est quoi ce silence autour de ces 3 premiers mois? Hem, Ça vient beaucoup du fait que c'est fréquent et donc on se dit: «C'est OK». Bon, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, donc je m'arrête là-dessus. Donc voilà, sur cette première partie, là, ces 3 premiers mois, il va y avoir ce qu'on appelle une fausse couche, donc ou un arrêt de grossesse. Arrêt de grossesse, c'est presque du jargon de personnes, qui travaillent sur le sujet. Mes consultantes, elles parlent de fausse couche, hein. ouais. Et d'ailleurs, Marc, dire arrêt de grossesse, c'est pas rejoindre enfin, moi, je le dis là parce que je sais que ton public, c'est des accompagnants, des accompagnantes. Et c'est des mots vers lesquels on tend petit à petit vraiment de changer le vocabulaire, parce que c'est très fort, fausse couche. Mais moi, mes clientes en cabinet, elles se parlent de fausse couche. Elles disent: «J'ai vécu une, deux, trois, 4 fausses couches», c'est fausse couche le mot. Donc c'est vraiment les arrêts de grossesse du premier trimestre. En parallèle, il peut y avoir les interruptions volontaires de grossesse, quand c'est pas le moment, d'avoir un bébé et donc ces grossesses, ces arrêts-là peuvent ou non donner, heu, lieu à un accompagnement par la suite. Parfois, c'est parfaitement intégré et la personne est extrêmement à l'aise avec son idée et soutenue dans son idée et du coup, c'est intégré dans son chemin de vie et voilà. Et puis parfois, c'est pas si simple que ça. Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire: «C'est pas parce que c'est la bonne décision qu'elle est forcément facile à prendre» et il y a des personnes qui se posent la question et qui se disent: «C'est la meilleure décision pour moi là, maintenant». Il n'empêche, que c'est compliqué. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir les entendre, ces personnes-là. Parce qu'on peut avoir tôt fait de balayer en disant: «Ah, mais c'est bon, vous avez pris la décision là, quand même». Et ça, c'est à nouveau pas du tout rejoindre la personne. Heu, à nouveau, elle a pris la meilleure décision pour elle à ce moment-là et chez certaines personnes, ça ne veut pas forcément dire que c'était facile. Oui. Moi, c'est enfin, ce que j'ai un peu vécu, c'est que c'est sûr que c'était la meilleure décision à ce moment-là. Je la reprendrai, 25 fois cette décision, mais ça reste compliqué. Ça reste un parcours aussi, compliqué. Alors, moi, chance que des médecins super, voilà, mais chance. Ouais, mais Ou super. ça peut être aussi traumatisant, j'imagine, des personnes, des femmes qui décident ça, mais qui sont, très mal accueillies par les médecins, les infirmières ou gens qui essayent de les faire douter ou des choses comme ça et de base, il y a quand même une certaine, je trouve, culpabilité, à se dire: «Merde, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une connerie», heu et du coup, on choisit ça avec toute fin. Je trouve qu'on Ouais. on revient quand même, notamment aux États-Unis, beaucoup sur ces points-là. Oui, oui. Donc il y a pas que, et puis l'opération en elle-même, moi, c'était pas une opération en elle-même, où on se réveille, les jambes en sang, enfin, ça reste aussi, Ah, ça c'est sent fort, hein. pas, tu vois? Alors je crois qu'avec les médicaments, c'est encore plus impressionnant. Bah, alors ça dépend de la personne. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a de plus en plus de sages-femmes qui vont extrêmement bien expliquer. Et alors ça, vraiment moi je le vois, hein, depuis le temps que je travaille sur ces sujets-là, je vois vraiment sociétalement des choses se durcir et devenir encore plus difficiles et j'entends des trucs, j'entends des dingueries, tous les jours, mais j'entends aussi beaucoup plus non, non, mais ma sage-femme, elle a été incroyable, elle m'a tout expliqué, presque j'avais plus peur dans le cabinet quand elle m'expliquait tout que pendant que je l'ai vécu, mais tant mieux, en fait, parce que du coup, la personne, elle sait exactement ce qu'elle va vivre. Parce qu'avec, la prise de médicaments, ben, oui, elle va vivre un accouchement, donc tôt dans la grossesse, mais il va y avoir des contractions, il va y avoir du sang, en fait, c'était exactement ça. De la même manière que pour un arrêt de grossesse. Mais ça, pendant longtemps, on leur disait pas, aux femmes qui vivaient ça, on leur disait: «Oh, vous allez avoir ça va ressembler à des règles, fortes règles». Pas du tout, c'est Oui, j'étais bon, même pour avec hier, en fait. On ouais, était à cette époque, alors j'avais tellement flippé que j'avais dit: «Non, mais même ça, je tellement moi je veux pas. opérez-moi». Anesthésiez-moi. Mais Ouais. c'est l'autre choix. On a pendant 9 semaines, parce qu'il y a 9 semaines d'aménorrhée, il y a un cadre légal aussi là-dessus. On a, heu, on a le choix d'avoir,
soit la prise de médicaments, soit l'intervention et après par contre, c'est l'intervention. Mais ça aussi, c'est hyper important d'avoir ce choix-là, de pouvoir expliquer les 2. C'est quoi les conséquences des 2 et la personne, elle décide elle-même et ça tout va reposer à nouveau sur l'accompagnement, sur l'information, sur, je vous explique les 2. Prenez le temps, vous me rappelez, on en rediscute, hein, rassurer, ralentir la personne en disant 2 cours de réflexion, ça va rien changer. Voilà, vous avez les 2 informations, vous rentrez chez vous, vous réfléchissez, vous parlez avec les personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Tout ça, ça change l'expérience, en fait. Complètement. OK, donc il y a l'IVG, Ouais, la fausse c'est ça. couche, les anal Les fausses couches, ouais. Il peut y avoir les grossesses extra-utérines. Il peut y avoir, aussi, il y a certaines personnes vont, découvrir qu'un test positif et à l'écho de datation, elles vont découvrir qu'en fait, il y a pas d'embryon. Ça s'appelle un œuf clair et tout ça, à partir du moment où il y a un investissement, découvrir qu'il y a pas de grossesse ne change en rien à la sensation de perte. ouais. Si pendant 3 semaines, la personne, elle a cru qu'elle était enceinte et elle était hyper heureuse et tout de suite, elle a imaginé plein de choses, bien sûr que ça va être extrêmement difficile de découvrir qu'en fait, bah, non, en fait, il y a pas eu d'implantation, il y a pas eu d'évolution, de l'embryon. Donc tout ça, c'est des termes qu'on va avoir sur les débuts, sur les 3 premiers mois, un peu en gros globalement d'une grossesse et ensuite, bah, les mots vont changer parce que le cadre légal change, les prises en charge vont changer et donc ce qui, au début d'une grossesse, s'appelle un arrêt de grossesse précoce, qui ensuite va s'appeler un arrêt de grossesse tardif, le vrai nom, c'est la mort fœtale in utero. Donc là, il y a rarement de signes précurseurs. Un jour, la personne découvre, que son bébé ou ses bébés, sont morts. Soit c'est lors d'une écho, soit c'est parce qu'il y a des saignements, soit c'est parce qu'elle sent plus les battements. Donc là, il y a une espèce de truc qui fait il y a pas de signaux, avant-coureurs. Tout d'un coup, la grossesse s'arrête, les bébés décèdent, le bébé décède et donc ça, c'est voilà, on va parler de mort fœtale in utero dès la 12e, semaine à peu près. Et puis il y a l'autre, terme qu'on va entendre beaucoup pendant cette deuxième partie de la grossesse, qui est l'interruption médicale de grossesse. Donc là, c'est régi par la même loi que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, hein. Tout ça, c'est régi par la loi Veil, qui, est vraiment incroyable sur, la santé des femmes. Cette loi, elle est extrêmement précieuse et donc cette loi-là, elle, permet à des parents qui découvrent un problème de santé, sur, leur, bébé ou un problème de santé de la mère. Ça, on le sait pas assez, Oui. OK? C'est la loi Veil, elle protège les mères, les femmes, OK? Donc cette grossesse met en danger la vie de la mère, ou cette grossesse, révèle, un problème de santé, de viabilité ou non. Ça peut être, porteur d'un handicap, du bébé. Il va y avoir des examens qui sont faits, une commission et là, les parents peuvent demander à interrompre la grossesse, tout au long de la grossesse. Donc on va avoir des IMG, qui vont arriver avant le terme de l'IVG, par exemple. Parce qu'en fait, les parents, lors de l'écho T1, vont découvrir que, leur bébé est porteur d'un handicap, sera porteur d'un handicap ou qu'il y a, une malformation et du coup, vont demander une interruption médicale de grossesse. Donc c'est là que les termes, ils se chevauchent. C'est vraiment tout est dans l'intention. Cette grossesse était désirée, les parents découvrent qu'il y a un problème, de santé du bébé et décident de demander, l'interruption. On passe dans le cadre de l'IMG. Voilà, c'est ça, ce qui va faire la différence sur cette période, qui chevauche et puis ensuite, il y a des bébés qui vont décéder pendant l'accouchement Mmh. ou suite à l'accouchement, dans les jours, dans les semaines. Donc soit des conséquences directes de l'accouchement, soit d'un problème qui n'avait pas été identifié pendant la grossesse et qui va se révéler, une fois le bébé vivant, bébé né, pardon. On va découvrir que ce bébé a un problème de santé et qu'il n'est pas viable, ou qu'il va pas pouvoir, vivre, longtemps. Voilà, donc il y a conséquences directes de l'accouchement et conséquences indirectes. Je pense que j'ai fait, un tableau
à peu près complet et c'est sûr, il en manque. Ouais, mais il va manquer Il y a les grandes, voilà, il va manquer, des cas hyper spécifiques et cetera, c'est sûr. De toute façon, je à part, lire à part lire des slides de formation, je peux pas être exhaustive. hem, les, on avait parlé de ça, il y a 2 semaines. Les chiffres du nombre Ouais. de fausses couches, d'IVG, je ne sais plus les chiffres que tu m'avais donnés, mais ils étaient énormes dans le sens où il y avait beaucoup de femmes, en fait, qui passaient par Mmh. là et c'est vrai que je m'en étais rendu compte, moi, quand j'ai fait mon IVG et que j'en ai parlé autour de moi, parce que ça allait pas de ouf et qu'une pote me dit: «Mais moi aussi j'en ai fait une». Donc du coup, est-ce que tu as encore tes chiffres là? Ouais, ouais, j'ai fait exprès de les reprendre pour dire exactement les chiffres, sourcés, tout bien, pour pas dire de bêtises, et rester global. De toute façon, je suis obligée de faire des généralisations parce que le décompte est pas très bon, en fait. Donc là, c'est des chiffres de 2023, que je vais te donner. C'est les derniers officiels. Alors, on n'a pas 2024-2025 pour l'instant, hein. Donc en 2023, il y a eu 278 000 globalement, hein, naissances d'enfants vivants. C'est pour donner un prorata. Hem et en termes d'IVG, donc les interruptions volontaires de grossesse, 251 270. Donc grosso modo un tiers, en termes de proportion, et 200 000 arrêts de grossesse. Attends, tu m'as dit combien de naissances? 678 000 naissances. 278 000, j'allais dire non, c'est pas Non, du tout un tiers. non, non, OK, 678. OK. Donc un tiers, quoi. Un tiers, un tiers. Mais c'est voilà, ça donne une Oui, proportion, c'est OK? des proportions, ça permet de se rendre compte Voilà, que c'est pas, de temps en temps, quoi. Enfin, c'est souvent. c'est souvent, et moi, parce que c'est ce que j'ai, plus, en cabinet, j'aime bien aussi qu'on se rende compte que ces 200 000 arrêts de grossesse, c'est beaucoup, Mmh. vraiment, donc c'est fréquent. Ça veut dire que quand on est accompagnant, accompagnante, on a forcément rencontré une fois quelqu'un qui a mal vécu un arrêt de grossesse. Hem Et puis, les chiffres après, ils sont forts aussi. Parce que, souvent, enfin, une phrase qu'on me dit beaucoup, c'est: «Mais tu as quand même un métier de niche», hein. Mmh. Et j'ai pas du tout un métier de niche, hein. C'est-à-dire qu'après 22 semaines d'aménorrhée, c'est une grossesse sur 100 qui se termine par la mort du bébé. Ah, OK? Donc je suis très loin d'avoir un métier de niche. putain, pardon. Oh putain. Je suis très, très loin d'avoir un métier de niche, et ces personnes-là, elles sont très, très peu accompagnées. Et voilà, c'est pour ça que même si j'adore accompagner les gens, j'ai ce côté, formation à côté. Ouais. Parce que non, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens à minima informés, enfin très bien informés, et pas remplis de projections, très bien informés. On va tomber du coup tout de suite sur le sujet Non. phare qu'on Oui. voulait aborder. Ouais, Qu'est-ce qui fait que, comme tu dis, en cabinet, on en a rencontré. ouais, J'ai 10 ans de cab, moi. Je suis sûre de n'avoir jamais exploité. C'est marrant parce que j'ai enregistré un podcast ce matin sur l'argent et j'ai dit la même chose. Je suis sûre que j'ai eu des femmes, parce que j'avais généralement des femmes, qui ont vécu des arrêts de grossesse, des IVG, des IMG et j'ai jamais exploré la piste. mmh. Pourquoi? Je sais pas, parce que Ouais. tu es trop nulle, c'est une bonne réponse, mais Non, c'est pas, alors ouais, déjà je vais te dire, c'est super que tu me dises ça, merci, parce que ça me permet de poser un truc de cadre, juste avant. Hem Quand on prend la parole, comme là je le fais, ça peut donner l'impression à certaines personnes que si elles n'ont pas posé la question, c'est qu'elles étaient trop nulles, et en fait, c'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est: on s'en fiche que tu saches pas, qu'il fallait poser la question. Maintenant, au moins, tu sauras. Si tu écoutes le podcast jusque-là, que tu es encore en train de l'écouter, c'est bon, tout va bien, c'est gagné, en fait. Maintenant, tu sauras, écouter cette info quand elle arrive, l'entendre. Parce que je pense que déjà, alors il y a plusieurs raisons. D'abord, on va reposer le cadre. Là, on va surtout parler du début de la grossesse, de ce qui touche l'immense majorité des accompagnants, accompagnantes. Parce que quand les personnes perdent un bébé plus tard et demandent un accompagnement ciblé, ils vont le dire. mmh,
Là où ils vont pas forcément le dire, c'est quand ils vont consulter plusieurs années après pour, je sais pas, anxiété, problème de sommeil et cetera et qu'on va pas poser la question. Donc il va pas forcément le dire, même si c'est une perte qui est arrivée tardivement dans la grossesse ou dans les premiers jours de vie. Mais là, du coup, moi, j'avais envie de vraiment parler de ces 200 000 personnes que nous avons dans nos cabinets, hein. On va pas se mentir, elles sont là, hein. De ces personnes-là qui vont venir consulter. Parfois, ça va être lié et elles vont pas le savoir et nous, on va passer à côté. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première et la plus simple à dire, c'est qu'on pose pas la question. On va pas chercher l'info. Pas Hem, d'historique. ouais, on fait pas d'historique. Moi, quand j'ai été formée, en thérapie interpersonnelle, une des premières choses qu'on m'a appris, c'est à me présenter en début de séance, début d'accompagnement. Ensuite à vérifier que la personne, elle était bien installée et après à, faire connaissance avec la personne. C'est-à-dire, avant qu'elle me parle avec détail de ce pourquoi elle vient me voir, de la rencontrer. Globalement, vous êtes qui, heu, personne qui êtes devant moi? Et du coup, de poser des questions pour aller repérer, certains points charnières qui peuvent être dans une vie, notamment, des accidents, des déménagements et le troisième qui est vraiment le mien, des deuils. Et donc du coup, poser la question, vraiment m'intéresser. Comme en plus mon sujet c'est la périnate, c'est vrai que je vais très facilement sur et le deuil, mais j'ai toujours été très facilement sur la mort. Je vais chercher ça parce que je sais que ça a des conséquences sur la vie des gens. Quand je dis conséquences, ça présuppose pas que ce soit positif ou négatif, les conséquences. C'est des conséquences, ça a des conséquences. Donc, je crois que la première raison pour laquelle on n'a pas l'info, c'est qu'on va pas la chercher. Tout Ça paraît simplement. assez évident. Voilà. À quoi ça sert d'aller systématiquement la chercher si la personne, elle vient parce que elle a peur des chiens? Bah, c'est que ça nous permet de mieux l'accompagner parce qu'on enfin, je crois, on la connaît un peu mieux. Je sais pas, de se présenter, ça permet de mieux connaître la personne et donc, je crois, de mieux cibler nos accompagnements autour de cette personne-là et pas de manière générale. Mais ça, c'est ma manière de travailler. Mmh. Est-ce que c'est aussi une manière de créer du lien, Ouais, de absolument. l'alliance thérapeutique et de pas rentrer, comme un bourrin dans le système et «Allez et vous venez pourquoi aujourd'hui?» Pas aujourd'hui, ce qui fait monter, l'anxiété, il y a quand même une grosse possibilité que la personne, elle réponde pas directement et elle nous envoie une partie protectrice, discuter avec nous et donc on va, patauger un peu en disant: «Mais je comprends pas pourquoi la personne elle vient». Bon voilà, c'est une histoire de posture. C'est clairement une histoire de posture. Donc la première chose, c'est on va pas chercher l'info. La deuxième, c'est on n'a pas conscience que les arrêts de grossesse peuvent avoir des conséquences dans le système complet de la personne à très long terme. Il y a des personnes qui vont souffrir toute leur vie de cet arrêt de grossesse, de cette grossesse qui s'est arrêtée. Elles vont en avoir des conséquences émotionnelles, toute leur vie, même si leur vie va bien et qu'elles sont épanouies par la suite, hein. Et attention, je ne parle pas de la partie après 22 semaines du deuil périnatal. Je parle vraiment là aussi des arrêts précoces de grossesse. Il faut comprendre que si on ressent une détresse à la perte d'une grossesse, c'est qu'il y a un lien d'attachement qui s'était créé. Cette détresse-là, c'est le signe qu'il y a ce qu'on appelle le deuil qui va se mettre en place. Le deuil se met en place lors de la perte d'un être vivant, la perte définitive d'un être vivant auquel on était attaché. Il y a besoin de ces 3 composantes-là et quand on a ces 3 composantes-là, le chemin de deuil va se mettre en place. Le chemin de deuil, c'est quelque chose qui existe, c'est un processus automatique de l'être humain qui va permettre à chaque être humain de se rééquilibrer pour apprendre à vivre avec l'absence de la personne auquel elle était attaché. Donc en gros, il y a pas besoin d'accompagnement, notre système nerveux sait faire le taf, et cetera. Et on le voit dans la plupart des deuils qu'on vit, on est triste,
on est soutenu, on en parle, ça fait mal. Quelques années après, on va avoir des moments où on peut aussi repleurer et tout ça, mais ça, c'est le chemin de deuil. Le chemin de deuil ne s'arrête jamais. C'est un truc qui nous apprend à vivre avec l'absence de la personne à laquelle on est attaché. Mais ce truc-là, quand on n'est pas soutenu, quand c'est minimisé, quand on nous dit: «Ça n'existe pas» et qu'on ressent de la détresse et que notre chemin de deuil s'est mis en place, il va y avoir des jugements sur soi qui vont se mettre en place. De l'ordre de: «Je suis pas légitime à être triste, ça n'existait pas. De toute façon, personne m'en parle, c'est que ça doit pas être important. Je suis quand même il y a les autres ont pire que moi». Il y a cette espèce de comparaison qui va assez vite se mettre en place parce que, sociétalement, c'est hyper minimisé les arrêts de grossesse. Comme il y en a beaucoup et que, oui, médicalement, on explique que l'immense majorité, pas toujours, peut-être que je peux dire la quasi-totalité, mais là, du coup, je pourrais me faire taper les doigts par les médecins et les sages-femmes et ils auraient raison. Donc je vais rester sur une vague généralisation, je m'en excuse. L'immense majorité des arrêts de grossesse sont liés à, des fœtus qui ne peuvent pas se développer. C'est pour ça, au départ, qu'on appelle ça une fausse couche. Parce qu'en fait, ça pourrait pas donner un bébé vivant en bonne santé. OK, super, l'explication scientifique, elle est top, mais elle a rien à voir avec le vécu des parents Mmh. qui, eux, ils ont perdu quelque chose, un pan de leur vie, une projection, un lien d'attachement, un chemin de parentalité. Eux, ils ont quand même perdu quelque chose. Hem et ça, parce que c'est explicable, médicalement et que c'est très commun et que oui, une femme sur 3 va vivre à minima un arrêt de grossesse, qu'une grossesse sur 4 s'interrompt au cours des 3 premiers mois. Sous prétexte de la fréquence, on en fait un événement banal. Mmh. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je sais même pas si pour une femme, un arrêt de grossesse a été banal. Je pense qu'elles ont appris à le minimiser, appris à vivre avec, à l'intégrer dans leur vie. En gros, elles ont fait le taf toutes seules, comme des queens. Elles ont intégré ça, malheureusement, je vais le redire, toutes seules et puis elles ont continué à avancer parce que de toute façon, jusqu'à très récemment, il y avait pas d'arrêt de travail. Le lendemain, il fallait retourner au boulot. Et puis personne ne leur pose la question et que quand elles disent, «Ben, j'ai eu 2 arrêts de grossesse», on leur dit: «OK, vous avez eu un bébé ensuite?» Mmh. Comme si le fait d'avoir un bébé, bah, c'est bon du coup. Et Tu as eu ce bon, que tu voulais, donc ne sois pas triste. ne sois pas triste et en fait, non, avoir un enfant vivant ne remplace pas, les pertes. C'est des choses, c'est des chemins qui s'ouvrent, Ouais. qui ne se remplacent pas. Donc je crois qu'il y a un espèce de truc aussi qui est que, comme c'est fréquent, on va banaliser l'événement. Alors que, la détresse, elle est colossale. Enfin, moi, j'ai vu déjà, il y a beaucoup plus de risques de troubles de stress post-traumatique, sur des arrêts précoces de grossesse que sur du deuil périnatal officiel. Une des raisons est les arrêts précoces de grossesse se vivent souvent seuls chez soi, sans préparation. On en parlait tout à l'heure, Mmh. c'est encore très fréquent de découvrir que sa grossesse est arrêtée, de prendre son médicament toute seule à la maison et de penser que, pouf, cet embryon va disparaître et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des contractions de travail, un accouchement, du sang, parfois on voit, hem, le sac avec, l'embryon à l'intérieur. Parfois, ça se fait dans des situations qui sont dramatiques. Moi, les pires récits, franchement, de toute ma carrière de cabinet sur le deuil périnatal, c'est des récits d'arrêt précoce de grossesse. Avec cette solitude des femmes et un conjoint, une conjointe qui est paumée autour, qui sait pas quoi faire, qui est encore moins préparé que leur compagne, qui essaie de rassurer, du coup, qui souvent dit un truc un peu maladroit parce qu'aucune préparation. La violence du truc, elle est colossale et encore, quand il y a quelqu'un à côté, parce que souvent elles le vivent vraiment seules. Il y a une prévalence d'un tiers, sur, le trouble de stress post-traumatique, sur les arrêts précoces de grossesse. C'est beaucoup, énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup et pourquoi?
Il est pas de la même manière, il se manifeste pas pareil sur le deuil périnatal parce qu'il y a souvent des équipes médicales qui vont soutenir les parents. Et oui. On va proposer rendez-vous avec la psy, et cetera. Au début, que dalle, vraiment, il y a Oui. rien. Et puis le bébé est plus avancé, donc la famille Un peu plus. est un peu plus là, est un Ouais, voilà, c'est c'est ça. Disons que voilà. quand il peut y avoir du soutien, si la grossesse est avancée, il y aura du soutien. Alors qu'au début, non, Oui, mais c'est vraiment ce que tu dis, c'est la banalisation. la banalisation. En fait, ça se fait tellement Ouais, mais moi la première, hein. ouais, Je pense que, avant d'en parler avec toi, pour moi, oui, bah, oui, toutes les femmes, ou ouais. presque, font des fausses couches, et c'est normal, Et et si c'est, fréquent, Ouais. ça n'enlève en rien Oui. à l'unicité du vécu. Mmh mh. Et du coup, à la possible violence. Pour ça, j'essaie vraiment d'être la moins généraliste possible, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont avoir vécu un arrêt de grossesse et qui l'ont très bien intégré. Je parle pas de bien vécu, parce que je ne sais pas comment on peut bien le vivre, mais par contre bien l'intégrer. J'en ai vu, vraiment, j'ai vu des personnes 2 jours après l'arrêt de grossesse et je leur donne rendez-vous 15 jours après et elles me disent: «Franchement, ça va». Eh ben, super. Et oui, et il y en a, vraiment, et tout va dépendre du soutien et cetera. Je reviens sur tout ça, mais Mmh mh. donc ça, c'est la deuxième raison. On banalise et du coup, on n'y va pas, on se rend pas compte que la fréquence n'enlève en rien à l'unicité du vécu et du coup, à la potentielle grande détresse et au risque de troubles de stress post-traumatique. Et la troisième, et je pense que celle-là, elle peut parler à pas mal d'accompagnants, accompagnantes. C'est que quand on entend la personne évoquer le sujet, on ne sait pas très bien quoi en faire. Du coup, on va faire une espèce de petit truc: «Et sinon ça va bien?» «Oui, bah, du coup, super, on va rester sur le sujet pour lequel vous êtes venu aujourd'hui». OK, et je Espèce de gêne, de je sais gêne, pas quoi faire. Ouais, moi, j'aurais une espèce de peur de retraumatiser aussi, tu vois? ouais, De retourner et de réveiller des choses qui peut-être vont bien, alors que moi, je ne saurais pas les gérer, en fait. ouais. En fait, voilà. Ben, merci parce que je pense que c'est exactement ça. Soit la peur de retraumatiser, soit la peur de pas savoir gérer la porte qu'on est en train d'ouvrir. Mmh. Parce que si la personne, elle est en détresse, peut-être des années plus tard, c'est qu'elle a la sensation d'avoir perdu un bébé ou des bébés. Et face à la mort, en tant que thérapeute, on ne peut rien faire. Face à la souffrance consécutive à la mort, on peut rien faire. D'ailleurs, il faut rien faire. Premier petit message subliminal, il faut rien faire. On n'est pas là pour faire baisser la souffrance. Mmh. Pas du tout notre rôle, et donc je pense que c'est vraiment une croyance qui est que les thérapeutes, il faut qu'on fasse baisser la souffrance. Ah ouais, mais face à la mort d'un bébé, qu'est-ce que je fais? Et donc on se dit: «Ah, mais je risque de retraumatiser, je vais la faire replonger là-dedans, peut-être qu'elle veut pas en parler, peut-être que». OK, du coup là, j'y vais. Une personne qui a vécu un arrêt de grossesse, des arrêts de grossesse, qui va à un moment l'évoquer, elle peut vous dire: «Je veux pas en parler», mais laissez-la avoir l'opportunité de vous le dire. Ne décidez pas à sa place si elle doit vous le dire ou pas, si vous devez y aller ou pas. Hem, c'est pour ça que essayer de rencontrer la personne, de découvrir ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est quand même plutôt une bonne idée. Parce qu'à un moment, quand elle va évoquer le fait d'avoir vécu, 1-2-3 arrêts de grossesse, puis après j'ai eu, mes 2 enfants et puis, ensuite j'ai repris le boulot et puis, voilà, le quotidien et cetera. Puis là, je viens vous voir parce que, bah, j'arrive pas à dormir. Demande, classique. On va s'arrêter sur pas grand-chose. Peut-être les 2 enfants. Ils ont quel âge vos enfants? Alors que si la personne, elle arrive et on finit par, entendre au fur et à mesure de la découverte de la personne qu'elle a perdu sa mère à 12 ans, qu'elle a eu ses enfants et puis ensuite le boulot et puis là, elle vient vous voir parce qu'elle arrive pas à dormir. En fait, vous allez aller questionner la mort de la mère à 12 ans. Au moins, vous allez vous arrêter sur cette info-là, et ma recommandation, c'est faites pareil pour les arrêts de grossesse. Pas forcément pour en faire quelque chose, vous en savez rien et peut-être que la personne, elle a très bien intégré ou elle a été accompagnée.
mais simplement dire: «OK, attendez, hop là, je vous propose de prendre juste une petite seconde. Vous avez évoqué, là, des arrêts de grossesse ou un arrêt de grossesse. Heu, c'est comment pour vous, là, aujourd'hui?» Et là, vous la laissez vous dire: «Bah, ça a été compliqué, là, j'ai pas du tout envie d'en parler». Laissez-vous dire: «Ça a été compliqué, ça l'est encore» ou «C'est la première fois qu'on me pose la question», plus probablement d'ailleurs, ou «C'était dur, mais franchement, ça va». En fait, laissez la personne vous dire ce que vous devez faire de l'info. Ne vous dites pas que parce qu'il y a eu mention d'arrêt de grossesse, il faut faire quelque chose dessus. Mais peut-être, et peut-être que cette personne, elle dort pas depuis ses arrêts de grossesse. Moi, j'en sais rien, et peut-être que ça n'a rien à voir. Et que c'est sa parentalité. Peut-être que l'anxiété qu'elle ressent avec ses enfants et au travail est majorée par le fait qu'elle ait vécu un deuil périnatal. Parce que oui, c'est multiplié par 3 le risque d'anxiété de la parentalité quand on a vécu une perte avant. C'est beaucoup 3. Du coup, c'est pas déconnant de poser ces questions-là et de voir ce qui se passe. Et je pense vraiment qu'on a très peur de se dire: «Mais si j'ouvre la porte, si je ralentis la personne sur ce truc-là, mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que ça va me faire vivre?» Donc là, après, on va arriver sur la posture, la supervision, et cetera. Mais, je pense qu'il faut être au clair avec le fait que les arrêts de grossesse, c'est fréquent dans nos cabinets. Les conséquences des arrêts de grossesse, je pense qu'ils sont fréquents. Elles sont fréquentes dans les manifestations, dans nos cabinets, et que ça vaut le coup quand même de se sensibiliser, sur le sujet. À qu'est-ce qu'elles sont ces conséquences? À quoi elles ressemblent? Comment on peut les repérer? Comment elles peuvent s'intégrer? Parce que parfois, il faut simplement le dire, rejoindre la personne où elle est, et déjà ça va aller beaucoup mieux. Voilà, je me suis enflammée, mais bon, mais voilà, j'essaie de voilà. On a fait le tour. Est-ce que tu voyais d'autres raisons qui faisaient C'est qu'on moi, je pensais au fait que ça allait créer une trop grosse résonance chez nous si on a nous-mêmes vécu, ouais. le un arrêt de grossesse comme ça? C'est juste, et on arrive sur: est-ce que l'expérience vécue fait de nous, une accompagnante, un accompagnant légitime sur le sujet, ou au contraire, invalide le fait, heu Vaste projet ce voilà, mais alors là, pour le coup, celle-là, je sais répondre vite parce que c'est vraiment tout le temps. Pour moi, l'expérience vécue n'a rien à voir avec le fait d'accompagner. Mmh. C'est, aussi bien une bonne qu'une mauvaise idée, c'est presque pas un sujet. Ça devrait presque ne pas être un sujet. Moi, je recommande, aux personnes qui ont perdu, un bébé ou des bébés, de vérifier qu'ils ont bien intégré cette histoire dans leur vie. Attention, des parents qui ont perdu, un bébé vont le pleurer, toute leur vie. Il y a des moments où l'émotion, elle monte, elle envahit, et c'est OK, hein. Ça ne disparaît pas. Le manque, la tristesse, de temps en temps une pointe de colère contre la vie, tout ça, ça disparaît pas, hein. C'est les conséquences, les manifestations, le fait que ça ait changé la vie de la personne et qu'elle se débatte, en gros, que ce soit le trauma qui dirige la personne, ça, c'est pas cool pour la personne. Hem, mais du coup, avoir vécu une expérience ne doit pas être le facteur pour être accompagnant sur le sujet ou accompagnante. Mais n'invalide pas non plus. C'est le travail qu'on va faire sur ça. Donc, si vous avez des expériences d'arrêt de grossesse, de deuil périnatal, hem, allez checker que c'est intégré pour vous, et que vous sentez, que vous avez peur de la résonance. Allez checker que c'est OK pour vous, parce qu'en fait, aucune histoire ne se ressemble. Du coup, si vous vous sentez envahi dans votre sphère, c'est que c'est votre histoire qui résonne, et ça nous empêche de rejoindre l'autre. Mais en même temps, de se couper, parce qu'on veut surtout pas être envahi par des émotions, ben, ça nous empêche de rejoindre l'autre aussi. Et il faut pouvoir être, touché sans être envahi par l'histoire de l'autre pour pouvoir rejoindre la personne. Sinon, en fait, on reste dans sa bulle, bien séparé de l'autre, et on n'est pas du tout une bonne thérapeute, un bon thérapeute. Donc, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup
quand on a vécu des trucs difficiles, d'aller checker qu'ils ont pas de résonance, dans notre vie, de résonance négative dans notre vie, dans nos accompagnements. Et puis, il faut bosser parce qu'en fait, non, l'expérience vécue et s'en être, je sais pas, sorti, avoir réussi à recomposer sa vie, suite à la mort, ne fait pas de nous des experts du sujet du tout. Et ce serait être, hyper méprisant pour les personnes qui bossent beaucoup, 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 beaucoup théoriquement, parce que sur ce sujet, parce qu'en fait, il y en a plein des gens qui bossent là-dessus. Donc ouais. Mmh. Moi, je trouve que ça donne un angle de vue que quelqu'un qui ne l'aurait pas vécu, ne se rendra peut-être pas compte de la violence des choses, Mmh. mais que par contre ça peut nous faire rentrer dans un biais de: «Je l'ai vécu donc je sais» C'est et en comme ça. fait, on sait que notre parcours et pas la théorie qu'il y a autour et comment accompagner ça et cetera. Absolument. C'est par contre, si jamais, ça peut aussi être de très bonnes postures de pair aidance, l'expérience vécue. Mmh. À la fois dans les assos, Ouais, mais il y a de plus en plus de DU, de pair aidance, où on aide vraiment des personnes qui veulent accompagner depuis leur endroit, depuis leur expérience, d'autres professionnels, d'autres pardon, d'autres d'autres personnes. personnes d'autres personnes et ça, c'est un vrai métier, en fait. Pair aidant professionnel, c'est un vrai métier. Il y a 3 DU en France qui sont top. On peut décider d'accompagner les autres depuis sa propre expérience. Tu Par vois, contre je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'avais vu, une nana, bah, celle qui était venue faire un podcast sur l'alcoolisme, qui était, patient expert mmh, et donc du coup qui, se formait à ça, ouais. à cette posture de patient experte pour pouvoir, passer dans les assos après et parler de son vécu et cetera et c'est intéressant. Tu vois, c'est l'autre côté Ouais, de patient expert. Patient expert, ça va être avec les pros, avec ouais, les assos, avec, et père aidant professionnel ou déjà père aidant, c'est pour les usagers, les usagères OK. et père aidant professionnel, c'est quelqu'un qui va se faire rémunérer sur cette posture-là. Moi, je connais quelqu'un de génialissime, sur la périnate et les troubles psy. Elle est incroyable, elle fait un boulot dingue de mise en relation entre des personnes, qui ont besoin d'accompagnement spécifique et qui sont Mmh mh. terrifiées à l'idée qu'on leur enlève leurs enfants parce qu'elles sont porteuses d'un trouble psy et donc elle fait le lien, la relation avec les psychiatres, avec, le CHU avec lequel elle bosse, enfin voilà, c'est un très, très chouette boulot et elle dit: «Moi j'accompagne depuis mon expérience et depuis, toutes les connaissances que je vais chercher», mais elle est père aidante professionnelle. Voilà. Mmh. Si ça, ça plaît, si c'est ça que les gens veulent faire, c'est un vrai métier, qui est top et c'est une vraie posture. Par contre, si on se positionne en tant qu'accompagnante ou thérapeute, bah, c'est un autre taf. Parce que là, du coup, notre vécu, notre expérience peut effectivement nous donner accès à une intensité, mais pas à la connaissance, pas à tout ce pas pas à tout ce qui fait qu'on devient spécialisé sur un sujet, en fait, toute cette connaissance-là. OK, merci, pour tout ce que tu as dit et en conclusion, j'aurais bien aimé qu'on ouvre, heu, sur un côté un peu, punchy politique, hein. Je reviens sur cette, idée, enfin, c'est même pas cette idée, sur ce qui se passe pendant les 3 premiers mois de grossesse. Si donc on n'y fait pas attention, s'il y a pas parce que tu as quand même beaucoup lié, hem, ce qui avait de possible, tu vois? Les arrêts, les accompagnements, en fonction de notre trimestre de grossesse. Ouais. Qui décide ça? Il y en a fort. Alors, j'avais fait en sorte de séparer ça, mais du coup, allons-y parce que c'est, évidemment, mon autre sujet, chouchou sur le sujet du deuil périnatal, qui est vraiment sa dimension politique. Hem, les textes de loi, ils sont faits essentiellement par des hommes. Ils étaient faits essentiellement par des hommes. J'ai beaucoup parlé d'un texte de loi qui est le seul, jusqu'à aujourd'hui, qui protège les femmes, c'est la loi Veil. Cette loi-là n'a pas été faite pour un homme. Hem la dernière, loi qui est passée a été, déposée par une députée pour demander, 3 jours, d'arrêt de travail suite à une fausse couche. Ça a été validé et malheureusement, pour avoir, enfin sans délai de carence, c'est-à-dire qu'il y avait un délai avant d'être rémunéré, ça a été validé et malheureusement
Pour ne pas avoir le délai de carence, il faut marquer le motif et pour certaines femmes, marquer le motif de l'arrêt, c'est compliqué. Ça veut dire: «Je suis en démarche pour devenir parent et c'est compliqué». En fait, Ah, tu tout dis ça ça par rapport à ton l'employeur, entreprise, à ton ouais, employeur? l'entreprise et j'ai nommé employeur au masculin. Ouais, ouais. En fait, il y a un vrai sujet politique. Pourquoi est-ce que c'est minimisé? Pourquoi est-ce que c'est peu connu? Parce que là, j'ai parlé de l'arrêt de la grossesse, mais on pourrait parler de toute la détresse de ce premier trimestre qui est hyper compliqué. Parce qu'un arrêt de grossesse, c'est aussi l'arrêt de tout ce que la personne a vécu les semaines avant. Or, un premier trimestre de grossesse, si parfois ça se passe bien et c'est chouette, l'immense majorité du temps, on est malade, on vomit, on est épuisé, On les a les hormones. émotions en l'air. Les émotions sont extrêmement fortes, les mécanismes de protection sont déjà en train de se faire la malle, le cerveau est déjà en train de se transformer. C'est extrêmement complexe de vivre un premier trimestre de grossesse, mais ça, on n'en parle pas. C'est totalement sous silence. Il y a pas que la grossesse qui est silenciée, il y a toutes les manifestations de la grossesse. Parce qu'en fait, c'est une histoire de femme. Si des hommes vivaient ça, je pense que la loi, elle changerait vachement plus vite. D'ailleurs, on le voit, si socialement, sociétalement, c'est en train légèrement de bouger, c'est parce qu'il y a de plus en plus de pères qui sont impliqués dans la grossesse dès le début. Ils vont être investis dès le début et du coup, ils se disent: «Mais attends, c'est chaud quand même ce qui se passe» et hem et comme il y a ça, ça amène de plus en plus de soutien, de plus en plus d'alliés. Mais c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu. Politiquement, il y a un gros problème. Les femmes ne sont pas considérées. Une femme qui appelle aujourd'hui aux urgences en disant, «Je suis enceinte de 2 mois, j'ai des saignements», on la prend pas au sérieux. On lui dit: «Attendez un petit peu, si ça continue, vous venez». Mais on s'imagine un petit peu l'état dans lequel elle est, cette femme qui a pris sur elle de téléphoner aux urgences pour être sûre que Heu et en fait, elle arrive aux urgences et elle est terrifiée à l'idée de ce que ça veuille dire et très souvent, c'est banalisé par la personne qui va pas faire l'écho et qui va dire: «Bah, il y a pas de cœur» et qui va sortir et du coup, ça fait quoi? Je vais donc minimiser l'arrêt de la grossesse, en plus, je trouve ça, trop violent. Parce que ça cible sur l'arrêt de la grossesse et ça oublie tout ce que la personne, elle a vécu jusque-là. C'est pour ça que pour moi, il faut vraiment s'arrêter. Quand on entend quelqu'un me dire: «J'ai vécu un arrêt de grossesse, plusieurs arrêts de grossesse», il y a des personnes qui font des réactions paradoxales à la, progestérone. Ça veut dire que dès le premier jour de la grossesse, elles sont en état dépressif, épuisées, elles ne peuvent plus bosser. C'est un effet direct de la progestérone. Elles ne peuvent plus bosser et elles vont arrêter. Elles vont perdre une grossesse, puis une autre, systématiquement dans cet état-là et quand on leur dit: «Mais c'est bon, tu jeune, il y a un bébé qui va arriver», ça minimise, cet effet d'empilement qu'il y a, et mais ça, genre, je suis désolée, mais si des mecs vivaient ça, je crois pas qu'on ce serait sous silence, en fait. Hem, un début de grossesse une grossesse, c'est quand même un truc dingue à vivre pour une femme et c'est pas que la joie, la période de centre dans laquelle on se sent le plus centré de l'univers. Pas du tout, ça peut être ça, mais parfois c'est vraiment très compliqué. Il y a de vraies maladies qui peuvent se développer. Il y a des femmes, je compte pas le nombre de professionnels que j'ai eu en formation. Je parle à un moment de l'hyper-MS gravidique et là, j'ai des soignantes, des thérapeutes, des psys qui se mettent à pleurer en me disant: «Tu viens de mettre des mots sur ce que j'ai vécu 2 fois, 3 fois». Elles ont été malades pendant toute la grossesse et on leur a dit que c'était dans leur tête, qu'elles n'arrivaient pas à créer de lien avec leur bébé. Non mais c'est qui a décidé ces trucs-là, en fait? C'est comme en hypnose, si tu veux, j'ouvre la porte de l'hypnose. C'est qui a créé les protocoles de deuil en hypnose? On peut en parler quand même? 2 fois? De couper les liens là? Non, mais sérieusement, ou de passer alors il y a couper les liens, il y a passer à autre chose, il y a tourner la pa non mais sérieusement? C'est qui? C'est une femme qui a vécu un arrêt de grossesse, ça? Non, je pense pas. Ça y est, je suis entièrement enflammée. Com Emballe-toi. Non mais Mais non! c'est incroyable. On se rend compte de l'impact que les hommes ont sur nos vies, via la politique, via tout, quoi. Et on a besoin d'alliés parce qu'effectivement, on est encore dans une société complètement, capitaliste et patriarcale et on a besoin d'alliés hommes pour venir renforcer nos prises de parole. Mais on le voit surtout,
Donc ouais, moi, c'est vraiment aussi, une un engagement politique parce que là, je parle, des femmes, mais je peux, commencer à descendre, dans la perte de privilèges, hein. Être une femme blanche et vivre un arrêt de grossesse, c'est pas du tout pareil qu'être une femme racisée et vivre un arrêt de grossesse. On est sur 2 choses totalement différentes en termes de prise en charge, d'accès à un accompagnement décent, d'accès à des phrases, réellement aidantes et soutenantes. Donc en fait, on va morceler et hem et plus on perd en privilège, social, heu, centré sur de la France, plus c'est compliqué d'avoir un accompagnement décent, d'avoir accès à des personnes formées, capables de rejoindre dans son expérience, capables de dire des choses réelles. Moi, j'ai des personnes qui viennent, qui s'assoient devant moi et qui me disent: «Je veux que vous me racontiez exactement ce qui va se passer, s'il vous plaît, personne me le dit». Mais bien sûr que ça aide qu'on nous dise exactement ce qui va se passer, étape après étape. Ça permet au cerveau de se préparer, d'anticiper et pas d'être choqué parce que, ce qui nous arrive, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on avait imaginé. Mmh. Et ce truc-là de «Ouais, elle va pas comprendre». Ah ouais, ça aussi. Je je vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez pas comprendre, vous verrez. Mais non, mais arrêtez 2 minutes, bien sûr qu'elle peut comprendre la dame. Même si là, elle est choquée et même si ça serait plus intelligent de lui dire: «Revenez dans 2 jours». Ce qui fait de plus en plus, ce qui se passe de plus en plus. Parce que bien évidemment, toutes ces informations, elles circulent. Il y a de plus en plus de prise de conscience. Moi, vraiment, je vais le redire à nouveau, je vois les choses changer sur le terrain. Je vois des choses ne pas changer sur le terrain, clairement, mais je vois des choses aussi changer sur le terrain. Je vois des médecins vachement plus à l'écoute, capables de faire une vraie annonce d'arrêt de grossesse propre, qui prend soin des parents, qui est respectueuse, de cette grossesse, de ce bébé, qui prend soin de ce qui va se passer après, qui se fait en plusieurs temps. Enfin, je vois ça. Trop peu, Mmh. mais je le vois. Donc ouais, il y a une vraie dimension politique. Enfin, aujourd'hui, pour avoir il y a pas d'arrêt de travail pour une IVG. Quand une femme enceinte est malade et demande un arrêt de travail, on va remettre en question la légitimité de l'arrêt de travail. Quand tu as une gastro, personne remet en question la légitimité de l'arrêt de travail. Mmh. Quand tu vomis toute la journée parce que tu es enceinte, ah, et quand tu demandes un prolongement de ton arrêt de 3 jours, j'ai un doute sur 3 ou 4 jours sur, les arrêts de grossesse. Peut-être que depuis tout à l'heure, je dis une bêtise en disant 3 jours, mais c'est 3 ou 4. Hem, Quand tu demandes un prolongement parce qu'en fait, c'est trop dur ce que tu vis émotionnellement, physiquement, c'est trop dur, tu peux pas retourner au travail, il y a des médecins qui vont dire: «Non». Le télétravail. Quelqu'un qui arrive pas à se lever, qui veut continuer à travailler, j'ai eu une consultante en ce moment. Elle a perdu son bébé à la fin de la grossesse, il y a quelques mois. Elle est enceinte, elle demande un télétravail parce qu'il faut qu'elle se tape 1 heure et demie de train, le matin et le soir. C'est Mmh. refusé par son médecin généraliste, c'est refusé par son obstétricien. Heureusement, la sage-femme a dit: «Mais bien sûr que je fais une recommandation» et le médecin du travail a dit, «Bien sûr, moi si j'ai la recommandation, je peux appuyer le télétravail à 100 mais j'ai besoin qu'un des soignants qui vous accompagne valide, ce télétravail». Ouais, mais ça demande, On est sur de se battre, de se battre, de se battre, de mais trouver la bonne personne qui la sera bonne bien écoutée, alors qu'elle, elle tient pas debout, elle est terrorisée, et il faut encore aller chercher quelqu'un qui est, enfin c'est moi qui lui dis: «Bah, je connais une super sage-femme là où vous habitez, allez la voir» mais ça c'est enfin c'est épuisant. Mais Mmh. bi et c'est enfin, moi je comprends pas, vraiment je comprends pas. Hormis cet impact politique et qu'en fait, on a minimisé, banalisé un truc qui est beaucoup trop fréquent et qui c'est on? Bah, c'est généralement des décideurs. Je suis, hem, en ce moment, il se passe un truc assez dingue dans l'univers du deuil périnatal, de la PMA. C'est alors le petit moment encore un peu plus politique.
Marine Tondelier a annoncé, sa grossesse, Oui, j'ai vu. aujourd'hui ou hier Ouais, et en fait, elle parle énormément, d'un arrêt de grossesse qu'elle a vécu, où le lendemain, ouais. elle était en représentation. Mais le post dans lequel elle annonce, sa grossesse, je le trouve merveilleux et la manière dont elle en parle, elle dit exactement ce qu'on a besoin. On a besoin de représentation. On a besoin que des personnes, dans des politiques, clairement, assument ça. Et en France, on n'a pas ça. C'est la première politique à dire ça, à y aller en disant: «Bien sûr que je vais faire campagne enceinte». C'était pas prévu, mais par contre, je vais le faire et j'ai vécu un arrêt de grossesse et c'était compliqué et le lendemain, il a fallu que j'y aille et ça, bah, merci. Parce qu'en fait, on a besoin de ces représentations fortes, heu, pour pouvoir nous, déjà se sentir un peu soutenus, et puis, montrer aussi à nos consultantes qu'elles sont pas seules et qu'il y a des personnes qui ont vécu ça, qui travaillent aussi sur le sujet, qui parlent de ça. Mais, une représentante politique, Tiens, voilà. on va clôturer là-dessus. Super. Merci 1000 fois d'avoir pris ce temps, d'être venu, d'avoir donné toutes ces infos. Merci à toi, hein, de m'avoir ouvert ton micro. J'espère que j'ai été quand même assez claire. Je me suis, Tu as été extrêmement clair, mais pas voilà, tant parti, dans tous ouais, les sens que ça. j'ai essayé. C'était c'est bon, on a gardé le cap. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, pour ce micro, Anna. C'est Heu, précieux. un grand plaisir et puis on te retrouve, dans le projet secret. Avec joie. Allez, hop. À bientôt. Encore merci Stéphanie pour le temps que tu nous as accordé. Vraiment toutes les intervenantes et les intervenants qui sont passés sur ce podcast. Là, on arrive au 100e épisode. Incroyable et j'ai de la chance d'avoir rencontré toutes ces personnes qui ont pris du temps et je vous invite vous aussi à les remercier, à leur écrire un petit message pour les personnes qui vous ont impacté parce que c'est du temps donné pour aider les accompagnants et les accompagnantes à s'améliorer dans leur pratique, à se rassurer, à gagner en légitimité et à mieux accompagner en cabinet et donc aider aussi nos futurs clients, clientes, patients, patientes. Et on oublie un petit peu, je trouve, actuellement de dire merci aux gens. Donc vraiment, je vous invite à aller prendre ce temps qui vous coûtera pas grand-chose, de les remercier, de leur envoyer un petit message sur leur Insta, sur leur LinkedIn pour leur dire que vraiment heu, l'épisode que vous avez écouté, il vous a touché, il vous a aidé. Ça fait toujours plaisir quand on fait de la création de contenu. Donc vraiment merci pour eux et pour elles. Je vous rappelle aussi encore que vous avez les notes dans la description et que vous pouvez vous abonner à la newsletter, une par semaine qu'on vous envoie sur plein de choses, sur des choses techniques. La dernière, elle était sur les inductions et notamment l'induction par questionnement, sur des prises de position. J'envisage fortement une newsletter avec un titre un peu si on vote extrême droite et qu'on est accompagnante, c'est forcément qu'on est nul en accompagnement. Vous me direz, c'est pas mal. Voilà, vous voyez que nous avons un tournant politique ces temps-ci, et c'est bien normal puisque ça devient de plus en plus compliqué dans le pays. Donc forcément, eh bien, la politique va faire de plus en plus son apparition sur le podcast. Et si cela ne vous plaît pas, je vous invite à aller voir et écouter des podcasts moins politisés. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, prenez soin de vous.